Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une grande bataille, plutôt bien plus qu'une bataille. On va parler de Dien Bien Phu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dien Bien Phu, c'est dans le nord du Vietnam. Et ça a donné lieu à une grosse bataille qui elle-même entraînera beaucoup de conséquences qui peut-être, à l'heure d'aujourd'hui, nous impactent encore. En tout cas, on a leurs échos. Donc Dien Bien Phu entraînera des conséquences importantes sur le processus de décolonisation, puisqu'elle l'impulsera en brisant un tabou, à savoir qu'une colonie peut battre une puissance colonisatrice européenne par le biais d'une victoire militaire et non pas par le biais d'une victoire politique. Conséquence aussi parce que la Dien Bien Phu expliquera ou amènera à un moment donné celle qu'on appelle la deuxième guerre d'Indochine, ou la guerre du Vietnam, qui commencera modestement en 55, je dis bien modestement, puisque c'est surtout dans les années 60, avec l'implication grandissante des Américains, que la guerre du Vietnam prendra corps, pour se terminer en 72, en tout cas pour les Américains, et en 75, avec l'absorption du Vietnam du Sud. Mais ceci ne nous regarde pas. Avant de parler de Dien Bien Phu, ce serait bien quand même de replacer un petit peu tout ça, de parler de l'Indochine, du contexte de l'époque. C'est important le contexte, hein. Il explique tout, il permet une meilleure compréhension, il permet de la compréhension tout court plutôt que le jugement, hein. Si on te replace tout le contexte, t'absorbes mieux le truc, tu le digères mieux. T'es pas là à dire ah c'est bien, c'est pas bien, alors que si on te montre juste la bataille, c'est bien, c'est pas bien. Je tenais aussi à dire que là on va parler de décolonisation, colonisation, mais on va parler sous l'angle militaire, sous l'angle objectif, hein. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, ainsi de suite. L'Indochine, c'est quoi? C'est une fédération fondée par la France en 1884, composée du Laos, du Cambodge, du Vietnam, qui lui-même se décompose en trois grandes provinces, le Tonkin au nord, l'Annam et la Cochinchine. Le contexte, il est simple, on va revenir à 45, hein, enfin même un petit peu avant, les Japonais chassent les Français et occupent l'Indochine. Le Japon a chassé les Anglais, les Français a chassé un petit peu tout le monde, a occupé la Chine, avant de perdre en 45, de se prendre deux bombes atomiques dans la gueule, et de capituler donc, là, le 11, hein, il me semble le 11 août, hein, parce que Nagasaki a eu lieu le 9 août. Et partant de là, avec des Japonais qui capitulent, en Indochine, on a un vide, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Japonais, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne, si, il y a la Ligue pour l'indépendance du Vietnam du Nord d'Ho Chi Minh. Vous voyez un petit peu, je mettrai de toute manière en montage, je vous mettrai des photos, je vous mettrai des cartes, je vous mettrai ce qui permettra une meilleure compréhension du texte. Donc cette Ligue pour l'indépendance du Vietnam du Nord d'Ho Chi Minh et une guérilla Viet Minh entrent dans Hanoï, s'emparent d'Hanoï. L'empereur Bao Dai, qui avait été installé par les Japonais, abdique. C'est un malin, lui, hein. Il abdique et de suite, il devient le conseiller suprême du gouvernement qui a été installé par cette Ligue pour l'indépendance du Vietnam du Nord. Ce gouvernement à peine installé proclame l'indépendance le 2 septembre 1945. Le problème, c'est que la France veut revenir. C'était l'ancien occupant, enfin occupant. L'Indochine n'a jamais été une colonie de peuplement, il y avait très très peu de Français, hein. C'était une colonie certes, mais il y avait beaucoup d'aventuriers, plus de Français aventuriers que de Français qui s'installaient. Bref, la France veut revenir, elle se met à négocier son retour, mais les Indochinois te disent non, non, c'est bon, toi, t'as fait ton temps, on veut plus de toi, quoi. C'est même pas la peine. Donc la France se dit, bon, on va revenir quand même de force, et elle commence à envoyer des troupes. Et en 1946, on voit se démarrer la première guerre d'Indochine. Alors là, il a existé, même si globalement les relations entre locaux et français étaient plus ou moins bonnes, il existait quand même une opposition indépendantiste depuis les années 20. Et en 1946, avec le début de cette guerre, on voit apparaître ce qu'on appellera des conflits de type guerre froide. La guerre froide commence, et elle commence aussi là. Il faudra attendre 1949 pour voir la Chine communiste venir aider. Les Russes, pour l'instant, sont timides. Ils n'ont pas de bombe A, les Américains en ont une. Les Russes vont développer des missiles intercontinentaux. Ils ont peur de se faire attaquer par les USA. Tu as un courant fanatique aux USA qui dit profitons-en pour nous emparer du monde. Bon, ce discours, on le connaît, il n'est pas nouveau. Partant du fait qu'on est supérieur aux autres, on a les bombes atomiques, on domine tout le monde, on va prendre le monde
Heureusement que ce discours n'a pas été appliqué, parce que là, c'était la guerre. Donc, entre 46 et 49, on va avoir une guérilla meurtrière. Et c'est seulement à partir de 49 qu'on voit la Chine, la Russie, apporter de plus en plus de soutien. Et là, on voit que ce soutien-là n'est pas... Comment dire ça? À partir de là, les Vietnamiens commencent à gagner. Commencent à être de plus en plus forts, commencent à gagner, commencent à inquiéter. Donc de 46 à 49, c'est une guérilla. Alors attendez. Le mieux, c'est de démarrer par le commencement. Donc la France veut revenir. Là, ils lui disent non, non, c'est bon, tu dégages. Donc partant de là, des troupes françaises commencent à débarquer dès 45, dans le dernier trimestre, à Haiphong. Ils entrent dans Hanoï, sans tirer un seul coup de feu. En octobre 45, ils prennent Saigon. Et à partir de 46, ils rétablissent leur protectorat. La France rétablit son protectorat sur le Laos, sur l'Annam, sur le Tonkin. Et le 19 décembre 46, c'est véritablement le début de la guerre, dans le sens où l'armée française, la marine française bombarde le port d'Haiphong. Enfin, venait de bombarder le port d'Haiphong et a commencé une offensive. Offensive à laquelle les Viettes répliquent sur Hanoï. Donc c'est vraiment le début de la guerre en décembre 46. Pendant un an, ils s'installent, ils replacent les institutions, ils commencent un petit peu à envoyer des gens un petit peu partout, mais ce n'est qu'à partir de décembre 46 qu'il y a vraiment des coups de feu. Donc pour l'instant, on n'a aucun soutien, comme je viens de vous le dire. Pour les deux parties, les Américains ne veulent pas aider la France, ils se contentent juste de lui envoyer du matériel. Les Russes sont trop faibles, la Chine est encore nationaliste, c'est encore Chiang Kai-shek, jusqu'en 49, qui la tient, et donc Chiang Kai-shek étant un nationaliste, il ne va sûrement pas aider des Viet Minh qui se réclament du communisme. Je regarde mes notes, je m'excuse, je regarde mes notes. Donc de 46 à 49, guérilla. L'armée française va chercher le contact, l'accrochage pour fixer les troupes adverses et les détruire. Et les troupes adverses se baladent, piquent, se cachent. On voit apparaître sous la coupe d'un héros. C'est un modèle pour moi. Le général Giap qui a battu les Chinois, qui battra les Américains, qui va battre les Français, qui est un modèle de général autodidacte qui va établir une guérilla qui ensuite servira à tous les mouvements de décolonisation en Angola, en Algérie ou ailleurs. Une guérilla insaisissable qui pique, qui se retire, qui pique ailleurs, qui disparaît et qui fatigue le gros. Ça fatigue, ça mobilise des troupes partout. C'est très très chiant parce qu'en fait on ne sait pas comment l'affronter. Donc voilà, donc on est obligé de mettre des troupes un petit peu partout là où il faut en mettre. Et ce qui reste de troupes, dans la forêt, des commandos de chasse et autres, pour essayer de retrouver cette guérilla qui, elle, a toujours l'initiative. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Le moustique qui pique le buffle fatigue le buffle, même si le buffle est plus puissant. Donc partant de là, il y a de la lassitude. Ça commence à être déjà délicat, mais l'armée française a encore confiance en elle et se sait plus forte et a tendance même à sous-estimer l'armée vietnamienne. À partir de 49, c'est là où ça commence à devenir n'importe quoi. La France donne l'indépendance au royaume du Laos, au Cambodge. Elle fonde l'État du Vietnam Nord et propose une armée nationale, un gouvernement, comme une alternative aux communistes d'Ho Chi Minh. C'est une bonne idée, mais ça ne marche pas. Parce que le tabou a été brisé. Les Vietnamiens savent qu'ils peuvent vivre et se diriger seuls, sans l'ancien colon. Ils ont vu les Japonais chasser l'ancien colon européen. En second lieu, ça n'a jamais marché depuis Rome, cette technique de mettre des gouvernements, on l'a vu avec Hitler, de mettre des gouvernements vassaux dans des pays qui l'occupent. Ça ne marche jamais. Mais le pire, c'est que l'enjeu est de moins en moins clair. Alors, c'est une guerre, si vous voulez, c'est une guerre où la France... comment dire ça? On est en 45, la France est ruinée, elle est détruite, elle n'a pas les moyens, elle a un embryon d'armée. La quasi-totalité de son matériel est allemand, et pas allemand, est américain, c'est du matériel de récupération, quoi qu'il y ait du matériel anglais, du matériel allemand. Il n'y a pas les moyens. Il faut reconstruire la France. Tout le monde crève la dalle. Le pays est détruit, il y a eu des bombardements, il y a eu des villes entières qui ont été détruites. L'Extrême-Orient, c'est 3 semaines de bateau. C'est pas en 2 heures. C'est pas jet fly, je prends l'avion, hop, le décalage, tout ça, le jet lag. Non, non.
Elle a envoyé des régiments d'engagés, elle n'a pas envoyé la troupe. C'est une guerre qui ne passionne personne en France. Tout le monde s'en fout de l'Indochine. Je veux dire, les Français, en général, contrairement aux Anglo-Saxons qui ont beaucoup immigré un peu partout, les Français, même dans un pays détruit, préfèrent rester chez eux et reconstruire. Et ils s'en foutent de l'Indochine. Il y a quelques aventuriers là-bas qui vont chercher le piastre. Il y a quelques mafieux, on va le dire comme ça, qui s'installent là-bas, qui mettent des bordels. Il y a quelques Français, tu as beaucoup d'administrateurs, beaucoup d'administrations, beaucoup de militaires, leurs familles, mais partant de là, c'est pas une colonie de peuplement. Les seuls qui s'intéressent à l'Indochine, c'est les communistes parce qu'ils sont contre, et le MRP qui est pour. MRP pro-américain. Le MRP qui, au passage, a récupéré tous les anciens collabos. Et qui donnera ensuite l'UDF, qui donnera le... C'est Balladur, le MRP. C'est Balladur, c'est Giscard. Donc c'est ça le contexte. Et la France n'a pas les moyens. Parce que c'est fini l'époque où tu envoies 3 types. En face, ils sont 10 000 avec des lances, ils ont peur. Donc il est là le contexte. Et le pire, c'est qu'en 1949, en donnant l'indépendance à des parties entières de l'Indochine, finalement, on se dit, mais pourquoi on s'accroche là-bas? Il n'y a pas une thune, on ne sait pas comment faire, on a beau les courser, ils se cachent, dès qu'ils ne se cachent pas, ils nous attaquent en traître. On fait quoi là-bas? L'enjeu est de moins en moins clair. Pourquoi tu donnes l'indépendance au Laos, au Cambodge, et pas au Vietnam, et tu te retires tout simplement, puisque finalement, ils ne veulent pas de toi? Première erreur. Première erreur, et elle n'est pas militaire, et on verra que même s'il y a une défaite militaire au bout, c'est pas une défaite honteuse. Par contre, politiquement, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est soit tu restes soit tu envoies en force. D'ailleurs, ça sera ça le problème. C'est de faire dans la demi-mesure. Les gouvernements successifs, les hommes politiques, les civils ont fait dans la demi-mesure. Sinon, il n'y aurait pas eu de défaite. Mais bon, il y aurait eu une victoire inutile. Parce que de toute manière, si un peuple ne te veut pas, tu peux rien faire. Tu peux pas, voilà, tu auras beau t'accrocher. À partir de 49, voilà, on est en pleine guerre froide. Les Chinois arrivent, qui dit Chinois dit de l'armement, dit des troupes défroquées, dit des conseillers militaires. Les Russes arrivent, on le voit rapidement, comment on appelle ça? Les Vietnamiens vont avoir des lance-roquettes Katyusha. Je peux vous dire que ça fait des différences, ça, au combat. Des lance-roquettes multiples Katyusha, ouais, qui te détruisent des zones entières, des terrains de foot entiers, par saturation. La Chine va livrer des canons de 105, c'est important, de la grosse artillerie. Comment tu fais en face? Tu as quelques régiments d'engagés. Et en plus, on ne sait même plus pourquoi on se bat, quoi. Je sais pas. Pourquoi rester au Tonkin? Parce que c'est ça. Mais finalement, on se contente du Tonkin. Donc il y a une lassitude, il y a une perte d'espoir. Et dès les années 50, le Viet Minh reprend l'initiative et on va voir la terrible défaite de la route coloniale 4, Cao Bang, Dong Ke, en octobre 50, où là, tu as 7000 tués ou disparus français, contre 670 tués vietnamiens. C'est inimaginable, là, le rapport de force est inversé. C'est du 1 pour 10, mais ce sont les colonisés qui gagnent. Beaucoup de morts. Allez voir un petit peu cette défaite de la route coloniale numéro 4, qui ne fait pas encore totalement prendre conscience que l'ennemi est aussi fort, voire plus fort. Et que si on ne met pas les moyens, c'est fini. Et c'est en octobre 50 que se perd la guerre, puisqu'à partir de là, donc, cette route coloniale numéro 4 permettait d'accéder à, c'est ce que font les Américains en Afghanistan maintenant, à des camps, à des places fortes, à des points forts dans le nord. On évacue on évacue le terrain. On sait qu'on ne peut pas les tenir, il n'y a pas de moyens. Il faudrait envoyer 100, 200, 300 000 hommes pour tenir. C'est de la jungle, c'est humide, c'est près des frontières chinoises. Donc on évacue la région proche de la frontière chinoise. Donc la France ne contrôle plus au Tonkin que le delta du fleuve Rouge et quelques gros postes qu'on a mis devant. C'est un peu ce que font les Américains en Afghanistan. Donc, et encore là, ils ne subissent pas des attaques telles que les subissait l'armée française. Donc la guerre, elle est perdue là. On se retire, l'ennemi t'oblige à te retirer. L'ennemi est aussi fort que toi, il arrive à faire des batailles rangées et à te détruire. Donc après, on a une série de victoires françaises, mais c'est des victoires tactiques stratégiquement. Les troupes françaises s'épuisent. Les troupes Viet Minh sont de plus en plus fortes, sont de mieux en mieux équipées, sont de mieux en mieux expérimentées. Donc c'est des victoires, certes, comme Mao Kê, qui écarte la menace d'une offensive Viet sur Hanoï, mais qui n'anéantit pas l'armée Viet. Vignyen en 51, c'est pareil. Nassan, c'est pareil. On va en parler de Nassan. Il y a une offensive de Delattre. Bon, Delattre repart, c'est Salan, le général Salan,
qui reprend derrière une offensive dans la région d'Oabin. Mais on a beau gagner, on est obligé de se retirer. Tous les territoires qu'on prend, on se retire. Alors on est obligé de les abandonner par la suite, ça ne sert à rien. Tu fais une offensive, tu perds 200 hommes, t'en tues 1000, 2000, tu prends des places, tu t'installes, et puis au bout d'un moment, on te dit il faut se replier, on ne peut pas les tenir. Donc, gain et victoire tactique, défaite stratégique. À un moment donné, les militaires qui sont sur le terrain et qui comprennent que de toute manière, il y a un mouvement inéluctable de reflux, ont la bonne idée, hein, c'était la seule idée à avoir en fonction du matériel qu'ils avaient, des hommes, des moyens, des ressources. Donc se disent on va tenir au moins le delta du fleuve Rouge au Tonkin avec une ligne de poste avancée, ce qu'on appelle les fortins de la ligne de Lattre. En 52, les Viettes essayent de prendre ces points, ils n'y arrivent pas. Donc on tient un bout de territoire et c'est tout. Salan a beau reprendre l'initiative, il n'y a plus de moyens pour gagner et tenir. Donc voilà, donc on a des défaites. Des victoires qui deviennent des défaites finalement. Il n'y a rien de pire que gagner et se casser ensuite et dire on peut pas tenir et vous nous avez battu à l'usure. La guerre, je rappelle à certains que la guerre, c'est pas face à face sur un champ. La guerre, c'est l'utilisation de tous les moyens pour atteindre tes objectifs et éventuellement anéantir l'ennemi, ou en tout cas l'emporter sur lui. Voilà, elle est là la guerre. La guerre, c'est aussi le temps. La guerre, c'est jouer avec la météo, comme on le verra avec Dien Bien Phu. La guerre, c'est jouer avec l'artillerie. La guerre, c'est jouer avec le contact ou l'absence de contact. La guerre, c'est le combat ou l'absence de combat et l'usure. La guerre, c'est les troupes russes qui, devant Napoléon, s'éloignaient, faisaient des petites batailles et s'enfuyaient parce qu'elles ne tenaient pas le choc, et qui finalement ont réussi à gagner grâce au froid, grâce aux puces, grâce à la gale, grâce à la profondeur du territoire russe. Voilà, c'est ça la guerre. C'est pas face à face et on se tire dessus comme le pensent les Américains, qui perdent toute leur guerre d'ailleurs. Ils gagnent des batailles et qui perdent des guerres. Là, c'est un petit peu pareil. Salan gagne des batailles, mais perd la guerre. Une grande offensive est décidée. À un moment donné, ils se disent, bon, il faut absolument qu'on détruise cette armée Viet Minh tant qu'on peut, là. Il faut qu'on la casse. Il faut qu'on la détruise à 70-80%, qu'on lui brise les reins, qu'on lui brise le moral. Et pour ça, il va falloir l'amener quelque part. Et c'est là que se décide l'opération Castor qui amènera à Dien Bien Phu. Opération Castor. Donc 51, 52, 53, on tient le delta, quelques postes avancés, qu'on abandonne au fur et à mesure, des victoires inutiles, des défaites coûteuses. On n'espère plus reconquérir l'Indochine, mais on veut juste arriver à Genève, puisqu'on a déjà décidé de négocier en position de force. Et là, il n'y a rien de pire. Quand le plus fort décide à un moment donné de négocier avec toi, c'est que c'est fini, quoi. Dans sa tête, il y a brisure de symétrie. Donc pourquoi continuer dans ce cas-là? Ça, c'est moi qui m'interroge. Pourquoi continuer à cramer des hommes, à cramer du matériel, à cramer de la ressource et à s'accrocher si c'est juste pour garder un bout de territoire, pour négocier? Puisque de toute manière, tu vas être chassé. Pourquoi ne pas avoir fait comme De Gaulle en Afrique, décoloniser et reprendre le contrôle d'une autre manière? Sortir par la porte, rentrer par la fenêtre. Ça, c'était beaucoup plus malin. Alors que là, c'est quasiment, comme on le verra à la fin, une défaite militaire, une défaite politique, une défaite sur tous les plans. Et le Vietnam, aujourd'hui, est plus influencé par les Américains que par la France. Je vais vous parler un petit peu du corps expéditionnaire. C'est intéressant aussi. Hein. Très intéressant pour ceux qui nient une certaine réalité. Donc, comme on ne peut pas envoyer les appelés du contingent, entre 46 et 49, on va envoyer des engagés, puis on va envoyer l'outre-mer. Enfin, l'outre-mer, non, les colonies. Entre 46 et 49, 38% du corps expéditionnaire, c'est des métropolitains engagés, des aventuriers, des types qui se sont bougés, hein, parce qu'ils vivaient peut-être pas super dans leur région. Mais enfin, bref. Il y avait 31% de locaux, d'Indochinois, 12% de Nord-Africains, 7% d'Africains et 12% de légionnaires qui ne sont pas français. En 54, vous allez voir que les métros, il y en a 10% de moins, ils sont plus que 28%. Par contre, c'est 43% des pertes. Pour ceux qui disent, ouais, ils mettent les Arabes et les Blacks devant, ben non, là, ils mettent des Corses, ils mettent des métros, quoi. Ouais, parce que quand tu es 28% du corps expéditionnaire et que tu as 43% des pertes, c'est qu'on t'a mis en avant. Alors moi, j'ai pas le chiffre en 54 des Indochinois. Pour les Nord-Africains qui étaient 12%, ils sont passés à 20%, avec 26% des pertes. Donc
pareil, première ligne. Les Africains sont passés de 7 à 11%. Et ils ont 7% des pertes, donc normal. Et les légionnaires sont passés de 12% à 8%, puisqu'ils commençaient déjà à s'installer en Algérie. Et eux, 8% du corps expéditionnaire en 54, 24% des pertes, 3 fois plus. Ben ouais, c'était eux qui sortaient, qui allaient dans les jungles, qui allaient dans les fortins. Les autres étaient plus dans les villes et autres. Il faut savoir qu'il y a eu 10 068 légionnaires tués et 1000 disparus. Il y a eu 8350 Nord-Africains tués. Pour ceux qui disent que... Ceux qui aujourd'hui remettent en cause l'engagement des Nord-Africains de l'époque ou de leurs descendants en tant que Français. Alors après, c'était un mauvais combat. Hein. Moi, je pense que c'était soit tu mettais le paquet, tu tenais, soit tu te cassais. Mais bon, eux, ils ont décidé d'installer, de lancer l'opération Castor, la fausse bonne idée. Fausse bonne idée, donc, d'établir au nord, dans la jungle, en plein territoire ennemi, une base avancée. Une base avancée qui permettrait de fixer l'ennemi, qui permettrait de lancer des offensives. Donc, voilà, de temps en temps, tu as des troupes, 1000, 2000, 3000 hommes qui sortent dans la jungle et qui vont au contact. Fixer l'armée viet, lui couper aussi la route vers le Laos, parce que le Laos étant devenu un royaume indépendant, mais encore protégé par la France, l'armée Viet Minh voulait aussi s'emparer du Laos. Elle infiltrera le Laos après la guerre et elle infiltrera et elle aidera le Parti communiste laotien. Ça lui sera d'ailleurs utile parce que ça sera l'une des routes qui, pendant le Vietnam, lui permettra de survivre à l'armée viet. Mais pour l'instant, donc Castor, dans le nord, fait qu'on a une base avancée, on occupe une zone, on contrôle une zone en plein territoire ennemi, on fixe l'ennemi, on peut aller s'accrocher avec lui, on l'occupe, on peut se battre avec lui, on sait où il est pas nulle part. Cette fois-là, on l'a fixé, on l'empêche d'attaquer le Laos. Et on permet aussi le repli d'un poste avancé, Laichan, qui commençait à avoir chaud aux fesses. Un poste avancé de je ne sais plus combien de centaines de Français qui commençaient à se dire il serait temps qu'on vienne il serait temps qu'on se replie. Donc le 20 novembre 1953, 4200 hommes, 6 bataillons de parachutistes, les meilleurs régiments français, sautent sur la plaine de Dien Bien Phu. Alors Dien Bien Phu, ça veut dire territoire de la ville de Bien au nord. Enfin, ça a une signification, c'est pas un nom vraiment, hein. C'est comme si on dit la région Provence-Côte d'Azur. En face, il y a juste 500 Viet, hein. Donc ça fait 15 morts, 115 morts d'un côté, 15 morts de l'autre, ils s'installent. Mais dès le début, déjà, c'était une connerie. C'est une cuvette, c'est une pleine cuvette. Autour, tu as des collines, surtout au nord-est et à l'est, qui montent progressivement pour atteindre des altitudes de 1000 mètres. Il y a 600 mètres de dénivelé entre ces collines qui deviennent montagnes et la plaine. Donc ça favorise des positions d'artillerie en surplomb. Le problème aussi, c'est que le renseignement militaire français et les hommes politiques français et le commandement français, toujours mauvais, s'est dit jamais Ho Chi Minh n'arrivera à poser des canons lourds là-haut. Il ne peut pas les faire monter, il n'en a pas les moyens et il n'a pas les moyens d'avoir des lignes logistiques pour ramener des centaines de milliers d'hommes qui nous attaqueraient, puisqu'il est à 500, 600, 700 km de ses bases arrière. Deuxième erreur, on a mésestimé la force des Viet. Il y a eu une sorte de mépris. Ah, ils n'ont pas de canons lourds qui peuvent monter, les lignes logistiques sont trop longues, c'est impossible à tenir, ils ne pourront pas donc nous attaquer en force, donc on peut tenir même si c'est une cuvette. Première connerie. Ensuite, ils ont fortifié, mais bon, ils t'ont fait un camp sur 17 km, avec plein de points d'appui, de petits forts. Au milieu, tu as une piste. Le problème, c'est que ça n'a pas été fortifié comme il se doit. Donc, finalement, on n'avait pas de base. Ce n'était ni un camp retranché, ni une base offensive qui permet, enfin, une base d'attaque qui permettrait des offensives. C'est quelque chose d'hybride. On n'a pas mis les moyens. Les canons, ils sont au vu au sud de l'ennemi. Il y a très peu de fortifications ou de tranchées. Il y a très peu de fortifications, en béton. Tu as très peu de barbelés. Il y a quasiment pas de zone de glacis sur les avant-postes. Donc c'est très difficile à tenir. Ça, c'était l'erreur. Et encore une fois, cette erreur, elle vient du fait qu'on n'a pas les moyens, connaissant l'armée, on n'a pas les moyens, allez, démerdez-vous, faites avec ce que vous avez. Et de l'autre côté, ouais, mais les Viettes, on les a tenus, on peut encore les tenir, on est plus fort qu'eux. Voilà. Et là, on approche d'une catastrophe. Ensuite, on a négligé la météo, la mousson. On a négligé des choses comme l'aviation. L'aviation doit venir d'Hanoï, à 600 km derrière.
Dès qu'elle arrive, ils n'ont quasiment pas d'essence, donc ils peuvent intervenir 5 minutes, même pas, les avions. Donc comment tu peux avoir des avions qui viennent t'aider, faire de l'appui au sol et attaquer les troupes ennemies qui sont dans les montagnes? Puis il faut voir les montagnes, c'est des vrais jungles, c'est hyper dense en végétation. Donc ça, on n'en a pas tenu compte. La météo avec des nuages bas, mais à l'époque, les avions n'avaient pas de radar de vol, hein. C'était la préhistoire quasiment, hein, de l'aviation. On était à la deuxième, hein. On n'était pas encore à la troisième génération d'avions. Et puis il fallait voir les avions que c'était des vieux avions américains. Puis l'armée française, elle n'avait d'armée que de ce nom. Donc la météo, il pleut, c'est la mousson, des nuages très bas qui permettent à l'ennemi de se cacher, qui fait que les avions arrivent, mitraillent avec des 12-7 ou balancent des bombes au pif, à l'aveugle. On ne peut même pas les guider à la radio. Ben ça, on n'en a pas tenu compte. Mais c'est ça qui fait la différence. C'est l'artillerie, c'est l'aviation qui fait la différence entre deux armées. C'est pas les hommes. De part et d'autre, tout le monde est courageux. De part et d'autre, tout le monde en veut. Et on va le voir, il va y avoir des combats à la baïonnette, au corps à corps. C'est pas une histoire de burne, c'est une histoire de matos. Qu'est-ce qui fait la force des armées modernes? C'est leur technologie, leur puissance de feu. C'est même pas leur nombre. Donc si tu tiens pas compte de ce genre de choses, position de merde, météo de merde, tout joue contre toi. Les Viettes sont plus forts, tu penses qu'ils sont moins forts. Tu t'arrives relax, tu te fortifies à moitié, t'as pas mis de barreau aux fenêtres, tu t'en fous du temps, tu t'en fous de la position, et tu sais même pas si on viendra t'aider quand ça sera la merde. Et t'as juste mis 6 bataillons de para, certes courageux, hein, bataillons de para, de légionnaires, mais... Alors, l'excuse qu'ils ont, c'est qu'à Nassan, la même stratégie a réussi. Ils ont créé un camp, dit camp Hérisson, qui a fixé l'ennemi en plein milieu de son territoire, qui a permis de contrôler une vaste zone, et qui a permis de mener des opérations coup de poing. Ils ont occupé le terrain, ils ont affronté l'ennemi, ils l'ont fixé, ils ont détruit une bonne partie. Mais à Nassan, les troupes sortaient, étaient offensives. Là, dès le début, c'est resté dans le camp. Il y a eu très peu de sorties. Et c'était très difficile d'en faire d'ailleurs, vu le terrain. Les quelques offensives qui ont eu lieu, on a vu des Viettes cachés sous terre qui leur tiraient dessus, dans des collines. Et je vous dis, c'est des collines boisées, c'est pas le Djebel algérien. Je vous mettrai un petit peu des images de Dien Bien Phu, vous allez voir, c'est assez touffu. Donc, le général Giap, lui, c'est très simple, il va concentrer 3 divisions, hein. On ne parle pas de bataillon, on ne parle pas de régiment, 3 divisions d'infanterie et une division d'artillerie. Il va organiser une logistique de 260 000 hommes. Il va y avoir des chaînes de ravitaillement à dos d'hommes. Il va utiliser des vélos français fabriqués à Saint-Étienne. Il va les bricoler pour qu'ils puissent porter 250 kg de nourriture, de matériel. Donc on va avoir des lignes entières ininterrompues jour et nuit sur 700 km qui vont alimenter le front. Ils vont créer des pistes. Ils vont à coups de machette qui seront utilisés jour et nuit. 260 000 hommes vont s'occuper de la logistique. 260 000 hommes. Ils vont réussir à ramener des canons et des mortiers lourds, à amener en pièces détachées. Un exploit logistique. Voilà, on a sous-estimé l'adversaire. Et petit à petit, ils vont installer ces canons et ces mortiers lourds, canons de 105, ils vont les installer sur les collines, sur les hauteurs, tellement bien cachés que les avions ne les voient pas, n'arrivent pas à les détruire. D'ailleurs, certains de ces canons tirent et ensuite sont rentrés dans des grottes, sont inatteignables. Et à l'époque, il n'y a pas de missiles, il n'y a pas de bombes guidées, il n'y a rien. Tu as de la 12-7 et tu as des grosses bombes que tu balances au pif. Pour toucher un point, il faut balancer je ne sais plus combien de centaines de bombes. Dien Bien Phu, c'est une vallée de 17 km sur 5. Voilà. C'est un camp, mais c'est pas un camp, voilà, c'est pas un point, c'est tout un tas de points éparpillés. Imagine dans une ville comme Marseille ou une grande ville, tu as des bouts de, voilà, tu as des fortins là avec des pistes, et au milieu une piste d'aviation, piste d'atterrissage. D'ailleurs, avec l'aviation, les Viettes vont s'en occuper très vite, hein, ils vont l'isoler, là encore une fois, belle erreur, hein, puisque il n'y a qu'une seule piste pour permettre le ravitaillement et permettre aux avions de se poser. Pour les hélicos, c'est chaud, mais ça, on va le voir. Et ça, on n'en a pas tenu compte. Donc, un camp aménagé avec peu d'ouvrages en béton, peu de barbelés, des canons au vu et à l'issue de tout le monde, des trous avec des sacs de sable, des points d'appui avec des noms féminins autour d'une piste de 1000 mètres, hein, très peu de barbelés, donc très, très dur à défendre contre des infiltrations. C'est pas, voilà, c'est pas des bâtiments entourés d'une palissade, là. Non, c'est des bouts de fortins, des bouts de trucs, des trous, des kiosques, des machins, des scies, avec certains points d'appui.
mieux défendus que d'autres. Donc les points d'appui ont des noms féminins, Isabelle, Dominique, Eliane 1, Eliane 2, Eliane 3, etc. Donc ils s'installent, l'opération Castor est une réussite, ils s'installent, ils se disent on va faire pareil qu'à Nassan. Et manque de bol, non. Donc JAP en face ramène de la troupe, ramène du canon, commence à s'installer. Les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont qu'ils sont au fur et à mesure encerclés, ne savent pas encore qu'il y a des gros canons lourds. Et le 20 novembre 53, la bataille démarre. Le 13, oui, le 20 novembre, que je te dise pas de bêtises. Le 20 novembre, oui. Le 20 novembre 53, non, le 20 novembre, c'est l'opération Castor. Je m'excuse, j'ai beaucoup de notes. Et la bataille, elle, démarre le 13 mars 1954 à 17h. Et là, on va avoir l'affrontement majeur le plus long et le plus sanglant d'après-guerre. On a, au départ, le 13 mars, 48 000 hommes contre 10 000 hommes. C'est du 1 contre 5. Et vers la fin, on aura du 1 contre 8. 80 000 hommes contre 14 000 hommes. Donc le 13 mars, on a une intense préparation d'artillerie sur l'un des points d'appui, Béatrice. L'un des points d'appui les plus éloignés, donc les plus éloignés du centre de Dien Bien Phu. Il est tenu par le 3e bataillon de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, un régiment d'élite. L'attaque était prévue, mais ce qui impressionne les Français, c'est l'intensité du feu. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des canons et des mortiers lourds. Et là, ils commencent à prendre conscience qu'ils sont un petit peu dans la merde. Parce que les mecs en face, ils ont du gros calibre et ils sont au-dessus d'eux. Donc c'est freestyle. Hein. Sur un plan balistique, c'est freestyle. Pendant 3 heures, tu as des milliers d'obus qui tombent sur un point. Où tu as 200 ou 300 hommes. Imagine un petit peu. Hein. Mets-toi en situation. En plus, très vite, c'est la merde. Hein. Très vite, c'est la Shkumun. Tu as leur chef de bataillon, il meurt. Tu as d'autres officiers qui meurent. Donc tout est désorganisé. Il faut que tu aies des sous-offres qui reprennent le commandement. Les liaisons radio sont coupées. Donc c'est très difficile par radio de guider des tirs de contre-batterie, c'est-à-dire l'artillerie française qui tire sur les canons Viet qui sont au-dessus. C'est très difficile. Et il n'y a plus de radio. Comment tu fais pour les guider? Donc ils tirent aussi au jugé, les canons. Parce que les canons ne voient pas forcément la cible. Et les canons ne sont pas chez à Béatrice, mais sont beaucoup plus en recul. Ils tirent et les autres lui disent plus à gauche, plus à droite, 3 degrés, 4 degrés, etc. Parce que ferait une section rattaque, par exemple. À 3 heures, des milliers d'obus, ensuite à l'assaut Viet, des vagues entières. Hein. Et là, on a des combats très vite, c'est au corps à corps, c'est furieux, au corps à corps. Au couteau, à la baïonnette, voilà, je te mets des coups de tête, je t'attaque à la croche, je t'attaque au couteau, je t'attaque... Voilà, le pire des combats, hein, le combat au corps à corps, hein, c'est une mêlée. Et le point d'appui, bah, il tombe. Ah, les petits Viettes prennent le point d'appui. Bataille féroce, avant minuit. Donc 17h minuit, premier point d'appui qui tombe. Et là, on se rend compte vraiment de la puissance des Viettes, de la présence de leur artillerie lourde. Les troupes françaises commencent à comprendre qu'ils sont encerclés. Et que ça va être difficile, ça va être très 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 difficile, que ni l'artillerie française ni les bombardiers ne parviendront à neutraliser l'artillerie Viette. Et l'artillerie Viette ne sera jamais neutralisée. Pour les raisons que je vous ai données, donc des bombardiers qui ne peuvent pas agir très longtemps sur zone, en raison de l'essence, qu'ils n'ont plus, ils en ont très peu. Technologiquement, c'est très difficile de toucher à l'époque. La végétation, le fait que les canons mobiles se cachent dans des grottes après avoir tiré, voilà, tout un tas de choses qui font que finalement ces bombardiers ne vont pas servir à grand chose. L'aviation servira un petit peu à ravitailler et à faire tenir ce massacre, mais c'est tout. Et quant à l'artillerie française, en plus, elle est même inférieure en position et en puissance de feu à celle des Viettes. Le 14 mars, même technique, hein, mais cette fois c'est plus Béatrice, le point d'appui c'est Gabriel, donc les points d'appui vont les faire tomber un à un. Même technique, hein. Ils vont concentrer leurs forces militairement sur un point d'appui, puis un autre, et ainsi de suite. Là, c'est Gabriel qui tombe. Toute la nuit, il y a une défense acharnée, donc du 14 au 15, qui forcera même le général Giap à replier ses troupes à 2h30 et à refaire une préparation d'artillerie et à refaire un assaut avec de nouvelles troupes, alors qu'en face, ils sont 200-300, il y a 2 ou 3 000 Viettes qui les attaquent, c'est là que l'assaut est donné, les mecs qui résistent, et les autres reviennent de plus en plus frais. Bon, une contre-attaque française qui rate. Le poste est abandonné au petit matin. Il n'y a pas de moyen. Au petit matin, le peu de gars qui restent se replient sur d'autres postes. Du 15 au 30, on a une accalmie, on va dire. Puisque ces deux attaques, ces deux postes pris, ont quand même coûté beaucoup d'hommes aux Viettes. Les Français envoient des renforts. Et là, c'est là où, encore une fois, c'est là où je ne comprends pas. À Hanoï, ils savent que c'est la merde. On leur a dit, on est vraiment dans la merde. Les gars. Ils disent, bon, ok, on va envoyer du renfort.
La piste d'aviation, la piste d'atterrissage, elle est encore utile. Elle sert encore. Donc ils ont tout le contexte et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'envoyer 300 hommes. En face, tu as 50 000 Viettes, ils t'envoient 300 hommes. Avec leur mitraillette de l'époque et tout. C'est tout. Ils t'envoient donc le 6e bataillon parachutistes coloniaux, le bataillon de Bijar, un bataillon très connu, très fort. Des gars courageux, hein, parce qu'il fallait y aller, dans le chaudron. Mais pourquoi ils t'envoient qu'un régiment? Pourquoi t'envoies pas 1000 hommes? Pourquoi t'envoies pas je sais pas, de l'artillerie de campagne? Pourquoi je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Vous êtes encerclés, vous êtes deux, ils sont 3000, tes potes arrivent. Ah ouais, d'accord, on va t'aider, t'en envoies un 3e. C'est exactement ça. Du 15 au 30 mars, JAP va opter pour le harcèlement du camp. Donc, tous les points d'appui sont bombardés tour à tour. La piste est neutralisée progressivement. Elle sera d'abord inutilisable de jour puis de nuit. Il faut savoir que quand les avions voulaient atterrir, en face, tu as des mitrailleuses, tu as de la DCA qui tire, qui fait des boules de feu. Donc c'est très très chaud. Donc au bout d'un moment, il n'y avait plus d'atterrissage, mais on se contentait de parachuter les vivres. Et puis, au bout d'un moment, on le verra le 27 mars, il me semble, la piste sera inutilisable. Et là, il n'y a plus de décollage, il n'y a plus rien. Il y aura juste des parachutages de temps en temps très vite. D'ailleurs, la plupart tombent même aux mains des Viettes, puisqu'en bas, ils les attendent. Hein. Tu as des mitrailleuses, tu as des canons légers qui tirent sur les avions qui passent. Et les avions sont à 200 mètres d'altitude, c'est pas les avions modernes. Voilà, les canons 37,5 mm. Donc je ne comprends pas. Pourquoi ne pas avoir organisé une colonne de secours à ce moment-là? Pourquoi? Voilà. Non, c'est on laisse faire, démerdez-vous, faites, ça aboutit. On aurait encore pu éviter la débâcle, on aurait encore pu éviter la défaite. Pourquoi on n'a pas allumé de contre-feu ailleurs? Pourquoi on n'a pas attaqué ailleurs? Je ne comprends pas. Pourquoi on n'a pas bombardé les lignes arrière de JAP? Pourquoi? Il n'y avait pas de moyens, les Américains n'ont pas suivi. Oui, mais bon, tu te mobilises. Donc JAP, lui, va bombarder la piste, va bombarder les points d'appui, va de temps en temps organiser des infiltrations. Il va commencer à grignoter, à faire des tranchées. JAP va utiliser les techniques offensives de Vauban, avec des tranchées en zigzag. On approche d'un point, on n'est pas loin d'un endroit où tu as un trou, tu as 3-4 Français avec une mitrailleuse, on n'est pas loin à côté, on leur tire dessus, ils se replient, on prend le point et on avance petit à petit. On se cache là, on rentre, on est à l'intérieur du camp, etc., etc. Ça lui permet d'isoler Isabelle, qui est abandonnée, de l'isoler. Ce point d'appui va rester isolé tout au long de la bataille. Donc il isole des points d'appui, hein, vous rappelez, c'est des bouts de camp sur 17 km sur 5 qui doivent tenir toute cette zone. Le 28 mars, on a une contre-attaque française vers l'ouest d'Isabelle pour détruire la DCA ennemie, mais c'est un échec parce qu'ils ont beau tuer des gens, ils ont beau attraper des Vietmines, ils ont beau prendre la position, enfin c'est les autres qui dégagent, il n'y a aucun canon lourd qui est capturé, il n'y a aucun canon de DCA qui est capturé, il n'y a aucune mitrailleuse, et on perd des hommes. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes à l'intérieur du camp. Du 30 mars au 4 avril, on a ce qu'on appelle la bataille des 5 collines. Oui, voilà, les points d'appui sont sur des petites collines dans la plaine. Donc il y a préparation d'artillerie et tous les points d'appui du nord et de l'est tombent, sauf Eliane 2. Ils tombent au fur et à mesure. On commence à avoir aussi des cas de désertion, des refus de combat de certaines troupes. Tu as même des gens qui sont allés vers le fleuve et qui ont refusé de combattre, qui ont posé leurs armes et durant tout le combat ont refusé. Voilà. Quand on parle de Dien Bien Phu, il n'y a pas de palissade extérieure, c'est une zone. Je m'excuse de répéter, mais je vous mettrai l'image, ça sera beaucoup plus parlant. Si tous les points d'appui tombent, à partir du 30 mars, le 31, certains sont repris, Dominique 1, Eliane 1, mais faute de troupes fraîches, puisqu'on n'a envoyé que le 6e bataillon de parachutistes coloniaux et rien d'autre, on est obligé de les abandonner. Il n'y a pas de troupes fraîches pour remplacer ceux qui viennent se battre et prendre les points. On ne peut pas les tenir. Le seul qui tiendra de tous ces points d'appui nord-est et est sera Eliane 2 qui résistera jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est ce qui fera baisser le moral chez les Viettes, parce qu'ils ont renoncé même à le prendre. Eliane 2 restera. Eliane 2, c'est un point d'appui, quelques bâtiments avec 200 ou 300 hommes qui va tenir. Durant tout le mois d'avril, parce que ces offensives, elles coûtent aux Viettes. Elles coûtent, hein. C'est des vagues d'assaut, mais ils ont beaucoup plus de morts que les troupes françaises. C'est du 200 contre 3000 lorsqu'il y a une attaque. C'est à peu près comme ça que ça marche. Et puis, ils sont harcelés, ils sont fatigués, et comme je vous l'ai dit, le ravitaillement va se faire de plus en plus chiche.
Donc durant tout le mois d'avril, on a des grignotages, des positions françaises, boyaux, tranchées. Donc Giap qui a été formé, qui s'est formé mais qui connaît bien la France, a utilisé les techniques de Vauban, les techniques offensives, c'est pas les techniques défensives, c'est pas les forts de Vauban, c'est comment attaquer d'autres forts. C'est ce qu'il a fait à Maastricht par exemple, allez voir un petit peu ce qu'a fait Vauban à Maastricht, ce qui a permis la prise de Maastricht, qui était une place forte importante, et il l'a prise sans coup férir, en ayant très peu d'hommes, de tués et de blessés. Donc on a, malgré ça, on a quand même des tentatives de colonnes de secours, mais c'est trop tard, c'est des échecs. Il y a plein de gars à Hanoï, dans les bars, tout ça, qui courageusement ont dit on va aller aider les copains, on va y aller, ils organisent des colonnes, mais c'est pas possible de passer. L'aviation est limitée par le carburant, par le temps, par le relief, elle a peu d'effet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de moins en moins à bouffer, il n'y a pas de relève, peu d'approvisionnement, ils sont encerclés, ils sont isolés, le moral baisse, les Viettes, leur puissance augmente, puisque eux, ils ont des troupes qui arrivent, des troupes fraîches, le camp est mal fortifié, pour ainsi dire pas fortifié, usure. Le SDES, l'ancienne DGSE, tente une opération de guérilla avec son service action. Ils arrivent à enrôler 2000 Méos, des Mongs, des Méos. Ce sont des Indochinois des hauts plateaux qui doivent arriver, donc 2000, et qui doivent arriver à percer les lignes viettes et à rentrer dans le camp et à aider. Et là, ça aurait fait la différence, 2000 Méos. Le problème, c'est qu'ils arrivent quelques jours après la chute de Dien Bien Phu, début mai, et ils ne peuvent récupérer, parce que là encore une fois on parle de, c'est pas la logistique d'aujourd'hui, c'est de la jungle, c'est des pistes à créer, c'est des vieux camions, tu vois, on manque de tout à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de caméra, tout est à faire, tout est à créer, tout se fait à la machette, tout se fait à l'ancienne, c'est les années 40, les années 50. Donc ils arrivent trop tard, mais ils arrivent quand même à récupérer 150 égarés qui ont pu percer les lignes. Ils ont eu de la chance, ces égarés, hein, parce qu'il valait mieux pas être prisonnier chez les Viettes. Hein. Très peu sont revenus. Donc 150 égarés dans la jungle qui ont pu être récupérés, mais malgré ça, il n'y a pas eu, voilà, toutes les colonnes de volontaires qui devaient y aller, déjà la plupart ne sont pas partis, et le peu qui est allé n'a pas pu aller loin, et les seuls qui ont réussi à arriver pas loin de Dien Bien Phu, qui est tout au nord, ce sont ces Méos, mais qui arrivent en retard. En avril, les Viettes commencent à utiliser les lance-roquettes multiples Katyusha. Allez voir ce que c'est hein, en vidéo. Quand tu as ça en face de toi, tu as peur. Hein. D'ailleurs, tu appelles vite les avions pour qu'ils te les détruisent. Hein. C'est simple, hein, c'est des lance-roquettes multiples qui te balancent des dizaines et des dizaines et des dizaines de roquettes qui tombent en même temps, hein, qui te saturent une zone entière, l'équivalent d'un terrain de foot par exemple, en utilisant en plus la surpression de l'air, donc ça te déchiquette. Il n'y a pas que l'explosion qui te déchiquette, tu as l'onde de choc qui te déchiquette. Et là, c'est à ça qu'on voit que la Russie de Staline arrive. Et les USA, eux, ils viennent pas. De toute façon, les USA, ils demandent à tout le monde de se battre pour la liberté, mais ils viennent rarement aider. Hein. Demander aux Géorgiens, aux Ukrainiens. Donc voilà, certains pensaient que les USA allaient là aider. On est au bout de la merde, c'est nos alliés, tout ça. Non, non, ils s'en foutent, les USA. Ils avaient d'autres choses en tête, les USA. C'est dommage, parce que s'ils étaient intervenus là, et si la France serait restée en l'état, les USA n'auraient pas eu leur guerre du Vietnam. Donc comme quoi c'est une erreur à long terme. Et oui, parce qu'en ne venant pas et en laissant tomber Dien Bien Phu, les USA finalement se sont créés leur Vietnam, leur bourbier. Et ce bourbier-là, il a été coûteux. Pas qu'en hommes, hein. Bon, on a 50 000 hommes de morts, mais en suicide après, ça a donné, voilà, c'est la génération beatnik, ça a donné des suicides, ça a donné les drogués, ça a donné la société américaine des années 70-80, la hausse de l'héroïne, ça a donné tout un tas de choses. On ne se rend pas compte à quel point certains actes manqués, ou certains actes tout court, peuvent entraîner, à quel point les conséquences de ces actes peuvent rejaillir même maintenant. Les USA d'aujourd'hui auraient été peut-être différents. Il n'y aurait pas eu Nixon, il n'y aurait pas eu tout ça, allez savoir. Bon ben là, en tout cas, ils ne sont pas venus, ils s'en foutaient, comme d'habitude. Il faut être naïf. Enfin bon, à l'époque, non, puisqu'à l'époque, ils pensaient que les Américains allaient aider, ils étaient déjà venus pour se battre pour leurs intérêts, hein. En Europe en 44, hein, parce qu'ils ont bien attendu 44. Donc à la limite, je peux comprendre les espoirs de certains. Le
1er mai, il y a un assaut, toujours pareil, 3 heures de préparation d'artillerie, hein, toujours la même méthode pour détruire, pour miner, pour ruiner les espoirs, pour affoler, pour faire ce que tu veux, et ensuite on donne l'assaut. L'armée française n'a plus d'effectifs, n'a plus la force. Eliane tombe dans la nuit, Dominique III, Eliane 1 tombe dans la nuit, il n'y a qu'Eliane 2 qui tiendra. Dominique III et Huguette 5 tombent la nuit suivante. Et là, on voit la puissance de la flanque allemande et du commandement français. Alors là, franchement, il faut qu'on m'explique. Là. Le commandement français à Hanoï décide de parachuter pour un baroud d'honneur le premier BPC. T'as l'impression que ces types, ces généraux, jouent avec des petits soldats de plomb. Donc en gros, au lieu de balancer beaucoup de troupes, ou au lieu d'arrêter les combats et de dire cessez le feu, non, il va aller balancer encore un bataillon. Donc ça va être quoi? Ça va être 700-800 hommes qui vont risquer leur vie, qui vont mourir pour rien. Est-ce que c'est de la stupidité, de l'incompétence Est-ce que c'est criminel comme acte? Je sais pas. J'arrive pas encore à mettre un adjectif, un qualificatif à ça, quoi. Donc, le commandement français parachute pour un baroud d'honneur. Ils pensent que c'est un jeu, les mecs. Tu as depuis 2 mois des types qui se battent à la baïonnette, qui se font bombarder, qui se font tuer, qui se font découper en deux, qui crèvent la dalle, qui sont fatigués, qui sont pleins de puces, qui sont crados, qui sont au bout du bout. Et au lieu de les aider ou d'arrêter le massacre, on t'envoie d'autres types pour le baroud d'honneur. Enfin, je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais bon. Donc pour un baroud d'honneur, on t'envoie le premier bataillon de parachutistes coloniaux. Ça se bat au corps à corps, hein, depuis mai, ça se bat partout, dans toute la plaine, corps à corps, coup de tête, balayette, low kick, enfin ils se battent avec ce qu'ils peuvent les gars. Ils se lancent des sacs de riz, je sais pas, ils lui mettent des gauloises dans le nez. Huguette 4 tombe le 4, ça tombe bien. Hein. Le 6, Eliane 10, Eliane 4, Eliane 3 tombent. Tous les points d'appui à l'est sont tombés. En gros, il n'y a plus d'est, quoi. Et là, on a un ordre de cessez-le-feu. Pourquoi donner l'ordre de cessez-le-feu le 6 alors que le premier t'a envoyé des types au casse-pipe pour rien? Donc l'ordre de cessez-le-feu, il est transmis aux troupes qui se mettent à détruire le matériel et les armes. Certaines troupes ne veulent pas arrêter le combat. Malgré tout ça, tu as encore des Français qui se battent encore et qui ne veulent pas arrêter le combat et qui demandent des ordres écrits. Il a fallu que certains aient des ordres écrits pour arrêter le combat. Pour dire à leurs gars, bon, on baisse les armes. Les Viettes ne sont pas au courant qu'il y a un cessez-le-feu. Donc ils te refont une préparation d'artillerie le 6 et ils donnent l'assaut. Et quand comme ils voient que les Français ne répliquent pas, ils investissent le camp. Et Dien Bien Phu est tombé. 57 jours et 57 nuits de combats acharnés sans moyens, Dien Bien Phu tombe à cause de l'incompétence française. C'est peut-être une défaite militaire, mais 1 contre 5 à 1 contre 8. Les gars ont tenu jusqu'au bout. Ils ont été dignes, ils ont été courageux. Malheureusement, le commandement français est un commandement de merde. Quant aux Viet Minh, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, hein, une guerre d'indépendance. Ils veulent reprendre en main Ils ont voulu reprendre en main leur destinée. Ils se sont battus courageusement. Ils se rebattront courageusement contre les Américains et contre les Chinois plus tard, en bloquant les Chinois qui voulaient les envahir. Les Viet, Giap, Ho Chi Minh seront un modèle pour tout le tiers-monde et pour toutes les armées qui entreprendront par la suite une lutte contre leurs colonisateurs. Voilà, donc on ne juge pas, hein. C'est juste une histoire d'hommes, Dien Bien Phu. Hein. Des hommes qui, d'un côté, ont été lâchés, et de l'autre côté, qui étaient soudés pour un... Voilà, c'est simple, tu as des Viettes qui ont un objectif commun, se libérer, être libre et indépendant, et de l'autre côté, tu as des gens patriotes, courageux, mais ils ne savent même plus pourquoi ils se battent. On leur envoie pas de matos, on les prend pour des cons, et on les laisse tomber, et quand ils reviennent en France, certains se feront cracher dessus en plus. Il était normal d'arriver là, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que Dien Bien Phu aurait pu être aussi une victoire militaire française si on n'avait pas eu une accumulation d'autant d'erreurs. Je vous épargne le rapport du général Revers, puisqu'à un moment donné, je crois en 53, oui, parce que le haut commandement français va être mis en cause. Hein. Il y a eu des affaires. Hein. Il me semble même que tu auras un suicidé. Tu as le général Revers qui, lui, va faire un rapport en indiquant très vite, je crois en 52, il me semble, ou en 53, je vous repréciserai ça en post-montage, il indiquera très vite que la France n'a pas les moyens de mener une guerre en Indochine. Ce rapport, on se demande comment, mais on le retrouve aux mains des Viettes. Il liste tous les problèmes français, toutes les incompétences, toutes les incohérences, toutes les carences, ce que tu veux en française.
Donc des 52-53, les Viettes savaient qu'ils n'avaient juste qu'à tenir et à gagner à l'usure. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses, comment dire, qui se sont passées, et les soldats qui étaient à Dien Bien Phu ont été lâchés par l'incompétence de ce qu'il y avait derrière, contrairement au Vietnam, au Viet Minh, pardon. 8000 morts Viettes, alors 2293 morts français, mais 11 721 capturés, c'est jamais vu. Et sur les 11 721 capturés, tu en auras seulement 3290 qui reviendront. Lorsqu'on parle de 2293 tués, on ne met pas les légionnaires dedans. Ou alors je ne sais pas, parce que là il y a un souci avec les chiffres. Mais bref, en tout cas, même sur le plan des morts, il y a plus de Viettes morts au moment de la bataille, enfin à la fin de la bataille, que de Français. Donc voilà, on voit que malgré ça, ils ont eu moins de pertes. Et ils ont tenu 57 jours, 2 mois, avec des préparations d'artillerie. Imagine un type, il est au-dessus de toi, il te balance des cailloux, des rochers, des rochers. En 2 mois, tu l'esquives et tu te défends. Très peu de gens reviendront. Hein. Vous voyez, 11 700 capturés, 3200 qui reviennent. Il faut savoir que les blessés lourds, à la limite, ont eu plus de chance que les autres, parce que les autres, c'est simple, hein. Ils avaient le droit à une soupe par jour, ou une boule de riz par jour. Ils ont dû, les blessés, faire 700 km à pied jusqu'à la frontière chinoise pour rejoindre des camps. Ils n'avaient pas le droit, ils n'ont pas eu le droit d'avoir un médecin. Tous les médecins étaient détenus à part et n'avaient pas le droit d'intervenir. Donc malnutrition, manque de soins, camp de rééducation. Alors ces camps-là, dans ces camps-là, il n'y avait pas de barbelés, il y avait de la jungle. Donc le peu de types qui ont essayé de s'évader se sont perdus dans la jungle. C'est dense la jungle, tu te perds vite. Ceux qui ont été capturés ont été abattus. Et les autres, ceux qui sont restés, donc malnutrition, manque de soins, fatigue, et surtout, rééducation, c'est-à-dire qu'on leur a brisé le moral avec des techniques chinoises de rééducation, de séances d'autocritique et autres. Donc ça a été compliqué pour le peu qui... Enfin, le peu qui est rentré de ces camps, les peu qui sont rentrés de ces camps, faut pas rentrer entier, quoi. Dien Bien Phu, c'est aussi la défaite des meilleurs régiments français. Et puis c'est aussi, voilà, encore une fois, on a vu un colonisateur tomber, un colonisateur européen. Donc on a encore vu un tabou se lever. Et ça a inspiré, Dien Bien Phu inspirera la guerre d'Algérie. Elle inspirera l'Angola. Elle inspirera beaucoup d'armées de décolonisation. Voilà, donc après Dien Bien Phu, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on ne peut plus tenir. Il y a les accords de Genève. Donc, 2-3 petites batailles, et encore une grosse défaite. Alors, il y aura, après Dien Bien Phu, il y aura la défaite du col de Mang Yang. Et on peut dire que Dien Bien Phu en 54, cette dernière défaite, qui achève de montrer que bon, bah voilà, qu'on ne peut plus rester là-bas, c'est fini, on se fait massacrer, hein, psychologiquement c'est fini. Et la troisième, celle de 50 de la route coloniale 4, sont les 3 batailles les plus meurtrières de cette guerre, 3 défaites françaises. Donc à partir de là, 22 juillet 54, le gouvernement de Pierre Mendès France, fraîchement investi, décide de signer les accords. Le Vietnam, alors ensuite on a 2 Vietnams, une république du Vietnam Nord, une république du Vietnam, du Viet Minh, enfin on a 2 Vietnams. On a un Laos qui sera repris. Le deuxième Vietnam, il verra dès 57 une guérilla appelée Viet Cong apparaître, et aidé par le Vietnam Nord, et on arrivera tout droit à la guerre du Vietnam. Vous voyez, donc on a 2 Vietnams à la fin, aux accords de Genève, un Vietnam communiste Nord et un Vietnam du Sud. Ce Vietnam du Sud, dès 57, voit l'apparition de Viet Cong aidé par le Vietnam du Nord, et à partir de là, on se dirige donc vers cette guerre du Vietnam, qui unifiera finalement le Vietnam et qui verra une défaite US, après quand même un sacré carnage. Hein. Donc, que dire de plus? Écoutez... c'est fou quand même. Hein. Quelques erreurs, beaucoup de morts. Imaginez si on s'amusait à faire un petit peu comme ce que fait Alter Ease, très très bonne chaîne historique. Imaginez un petit peu si on arrivait à faire ce qu'on appelle de l'Uchronie, je crois. C'est-à-dire se dire, et si Dien Bien Phu n'avait pas été perdu? Et si, en octobre 50, on n'avait pas évacué le Nord? Et s'il y avait eu quelques moyens supplémentaires? Et si? C'est toute l'histoire de la décolonisation qui aurait été changée.
Si la France avait pu se réinstaller en Extrême-Orient, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Peut-être qu'on serait encore avec une sorte de Commonwealth français, peut-être que, peut-être que, peut-être que. Après, la bêtise, ça a été, je pense, d'avoir été rigide face au mouvement de décolonisation, alors qu'on aurait pu être beaucoup plus malin. De Gaulle a été malin, lui, notamment avec les pays africains, puisqu'il a su mettre ses billes. Mais au départ, c'était rigidité parce qu'on méprisait, parce que oui, non, non, mais ils vont pas, il n'y a pas d'indépendance, on est plus fort que vous militairement. Voilà, il y a eu un mépris qui s'est payé très cher, et c'est dommage d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises, et c'est dommage. Voilà, donc c'était Dien Bien Phu, c'était la guerre d'Indochine. J'espère que euh, ça vous aura plu. Je vais mettre en post-montage tout ce qu'il faut pour rendre un petit peu digeste selon monologue, et je vous remercie. Commentaires préapprouvés, post constructif, tout ça, tout ça. Ciao tout le monde.